Bonsoir, voici les titres de ce journal. D'abord, dans l'actualité de ce mercredi, ce baume au cœur aux automobilistes victimes de la rage des manifestations de lundi dernier. L'État décide de les dédommager, annonce du responsable du bureau des relations publiques de la police sénégalaise. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk retrouvent la circulation. Le ministre des Transports a rendu visite aux agents de la société de transport en grève suite aux casses de manifestants. Et puis, Bankounding à Goudomp, dans le sud du pays, 12 hommes armés pillent une boutique, emportent 2 millions de francs CFA et prennent en otage 11 jeunes du village. Tabaski 2012, à 48 heures de la fête du mouton, des troupeaux arrivent en masse dans la capitale. Malgré tout, les vendeurs disent attendre des clients qui se plaignent pour leur part des prix peu abordables à leurs yeux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tamsir Jupiter Ndiaye prend 4 ans de prison ferme, une peine plus sévère que le réquisitoire qui avait retenu seulement 2 ans. Le chroniqueur de Nouvel Horizon est donc condamné à 4 ans de prison ferme et a versé la somme de 200 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le chroniqueur de Nouvel Horizon a été poursuivi pour acte contre nature, de détention illégale d'armes, de coups et blessures volontaires. La partie civile, Maktar Diop, son partenaire dans l'acte incriminé, écope pour sa part de 2 ans de prison ferme. Tamsir Jupiter Ndiaye est enseignant de formation. Son avocat indique qu'il va interjeter rappel. La défense qualifie le jugement, selon ses termes, de décision fondée par la clameur publique. Pas de liberté provisoire pour Cheikh Béthio Thioune. Le juge d'instruction chargé du dossier du guide des Thiantakoun a rejeté en effet sa demande de liberté provisoire et de sortie du territoire national. La demande avait été introduite, je le rappelle, le 9 octobre courant. Et puis cette nouvelle plutôt bonne pour les automobilistes victimes des manifestations de lundi. L'État a décidé de les dédommager. Le bureau des relations publiques de la police l'a annoncé devant la presse. Principale motivation de cette décision, les assurances ne prennent pas en charge les préjudices liés à des catastrophes naturelles ou encore à des émeutes. Fatou Bintou Konté. Les propriétaires des véhicules endommagés lors des manifestations des Thiantakoun ce lundi sont priés de se rapprocher du commissariat central de Dakar pour se faire identifier. Lors de cette manifestation, 127 véhicules ont été saccagés par les disciples de Cheikh Béthio Thioune. L'État a décidé de payer le préjudice subi. Ainsi, il leur a été demandé de se rapprocher de la direction de la sûreté urbaine pour être entendus sur l'ampleur des dégâts en vue du préjudice causé. Car les victimes ne peuvent rien attendre des assureurs. Ces derniers se démarquent totalement des casses. Selon eux, en cas de catastrophe ou d'émeute, l'assurance ne prend pas en charge ce type de cas. C'est pourquoi il va être difficile pour ces victimes d'être dédommagées par les assurances. Nous en parlons en fin d'édition avec Maître Massorna Kane, le président de SOS Consommateurs. Toujours dans ce même chapitre, les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont repris le volant. Ils avaient mis fin à la circulation des bus suite aux attaques de manifestants. Le ministre des Transports s'est rendu au dépôt de Ouakam pour leur apporter son soutien moral, mais également pour livrer les assurances de l'État, de les mettre à l'abri surtout des fauteurs de troubles. Alioune Diagne, Fatou Bintou Wane. Donc le mot d'ordre de grève est levé. Les bus Dakar Dem Dikk vont reprendre le trafic ce jeudi. La décision est prise suite à la rencontre entre les agents de la société et leur ministre de tutelle. Le ministre Mor Ngom n'a pas manqué de fustiger la casse des bus. Il révèle que le gouvernement ne laissera plus se produire de tels actes. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Plus jamais choses pareilles ne se reproduisent dans notre pays. Nous avons un État. Et personne, je dis bien personne, n'est au-dessus de la loi. Ceux qui ont eu la malchance de subir ces événements qu'ils sentiront que nous sommes ensemble avec eux. Et l'État va prendre toutes les dispositions idoines
pour les encadrer à sortir de cette situation-là. Toujours selon le ministre du Transport, le gouvernement va s'atteler à la réparation de ces bus. Il annonce en outre l'arrivée d'autres bus. Au-delà de réparation, nous avons en vue l'acquisition d'autres bus pour pouvoir mieux adapter l'offre de Dakar Dem Dikk à la demande de transport. Retenons qu'après 72 heures sans circuler, les bus de Dakar Dem Dikk vont à nouveau retrouver les artères de Dakar au grand bonheur des usagers. Et puis cette attaque qui a sorti des lits les villageois de Bankunding la nuit dernière. 12 individus armés qui ont pillé une boutique et pris en otage 11 jeunes du village. Le butin tourne autour de 2 millions de francs CFA et un important lot de marchandises. Les bandits ont tiré en l'air justement pour intimider les otages qui ont justement transporté pour eux le matériel volé jusqu'à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le village de Bankunding est à 1 km de la commune de Goudomp dans la communauté rurale de Djimbanar. Décès du maire de la commune de Kankouné, Ousmane Silmacha, est victime d'un accident de la circulation vers Tambacounda. Le maire était sur la route de Dakar, justement où il devait fêter la Tabaski en famille. La commune de Kankouné se trouve dans la région de Kolda. Politique évaluation des activités de Macky 2012. Les leaders de cette coalition ont passé au peigne fin leurs différents programmes de la campagne pour les dernières présidentielles à nos jours. À l'issue de cet exercice, des perspectives ont été dégagées. Fatou Bintou Konté. Que plus que jamais, la coalition Macky 2012 est sortie plus unie et engagé auprès du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour l'accompagner dans la prise en charge effective des préoccupations des populations. La coalition a décidé, à la sortie de cette réunion, de développer ces activités qui permettront la cohésion dans la communication et entre ses leaders. La coalition Macky 2012 condamne les divers débordements commis ces derniers jours et appelle les uns et les autres à la responsabilité, à la retenue, mais aussi à la confiance à notre justice et à la volonté du gouvernement à maintenir la paix dans le pays et que force reste à la loi. Des propos recueillis au micro TFM de Fatou Bintou Konté. Le marché du mouton à présent, ce marché qui suscite en effet les passions. À moins de 48 heures de l'Aïd, l'approvisionnement s'intensifie. Paradoxalement, le client et le vendeur ont du mal à retrouver le sourire. Eh bien, pourquoi? Youssou Baro Daoudassou. Les moutons commencent à venir en masse à Dakar. Aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, c'est le rush. Après la pénurie annoncée, l'espoir regagne petit à petit éleveurs et clients. Mais le seul hic, c'est l'attitude de certains clients indécis. Actuellement, vous voyez qu'il y a beaucoup de moutons, mais les clients ne paient pas les prix qu'il faut. Un mouton qui doit coûter 90 000 francs, ils vous en paient 50 000 francs. Et nous aussi, nous ne pouvons pas vendre à perte. La plupart des clients ici veulent des moutons qui dépassent leur bourse. C'est pourquoi le plus souvent, ils marchandent plus qu'ils n'achètent. Les acheteurs dénoncent tout de même une cherté des prix. Ils espèrent toutefois une baisse du coût des béliers d'ici la fête de l'Aïd el-Kébir. Je pense qu'il y aura une baisse du prix du bélier d'ici la Tabaski, car actuellement, les moutons sont vraiment chers. Ici, leur prix varie entre 125 000, 170 000, voire même 190 000. Le bélier le moins cher coûte 90 000 francs. Certains éleveurs craignent même un excédent de moutons cette année. Ils interpellent ainsi le gouvernement sur la nécessité de limiter les entrées de bétail. L'année passée, il y a un surplus de moutons et cette année, j'ai bien peur que nous vivions la même situation. Beaucoup d'éleveurs risquent de retourner chez eux avec leur bétail invendu. Il n'y a que l'État qui peut nous aider à éviter cela. Il faut qu'il mette fin à l'importation de moutons venus de la sous-région. La plupart des éleveurs rencontrés attendent toujours les clients. Ils se disent prêts à retourner avec leurs moutons s'ils restent toutefois invendus.
À Sédhiou, dans le sud du pays, la courbe des prix du mouton refuse de tomber. Le transport des bêtes, leur alimentation, les taxes et la crise malienne n'auraient pas arrangé les choses. Tierno Laurent Mendy, Bakary Konté. Dans le sud du pays, les moutons sont jugés chers par les populations. Il n'y a pas d'argent, les moutons sont chers. Tu as vu? Le mouton, ça coûte cher là. 60 000 francs jusqu'à 70 000, 80. Et je trouve que les moutons vraiment sont très chers cette année-ci. Ils sont vraiment très chers. Je ne sais pas si c'est le contexte sur-régional avec la crise malienne. Mais ici, les moutons, si tu n'as pas 60 jusqu'à 80 000 francs, tu ne peux pas avoir un bon mouton. C'est un problème, un grand problème pour un père de famille avec la fin du mois. Ça coïncide avec la fin du mois. Les gens n'ont pas de salaire. Les vendeurs de moutons expliquent cette situation par la cherté des taxes, du transport, de la nourriture, entre autres la crise malienne. Oui, c'est cher, mais ce n'est pas nous qui ont fait ça. Ce sont les provenant du Mali, de la Mauritanie. C'est ça qui augmente les prix. On a augmenté les taxes des transports, les transports maritimes là, pour traverser le fleuve ou les frontières là, c'est tellement augmenté. De la nourriture, des aliments et le transport. Tout ça, c'est pour augmenter les prix des animaux. C'est ça le problème. Ces pères de famille ou soutiens de famille ne savent plus à quel sein se vouer. Ils demandent au gouvernement de subventionner certaines dépenses afin de les permettre d'accéder au prix. L'Aïd, c'est aussi et surtout le marché du couteau, fourneau et autres ustensiles. Bien sûr, le mouton, ça se prépare, mais les vendeurs n'arrivent pas à atteindre le pic des ventes jusque-là. Si cela leur fait penser à la conjoncture, les consommateurs, eux, doutent plutôt, juste en fait, de la qualité des outils. C'est plutôt le constat de Mardieng et Cheikh Abdou Khadr Makesek. Ils se tournent actuellement les pouces pour cause. La clientèle se fait rare. C'est le constat dans plusieurs points de vente de ces accessoires. Les vendeurs de couteaux, de grillages et de fourneaux estiment qu'ils ne font pas de bonnes affaires en cette veille de Tabaski. Franchement, on ne note pas le rush contrairement aux années précédentes. D'habitude, à 2 jours de la Tabaski, on faisait de gros bénéfices. Mais cette année, on ne voit pas de clients. Certains clients préfèrent utiliser leurs vieux accessoires ou limer leurs anciens couteaux selon certains vendeurs. Pourtant, ils jugent le prix très abordable. Pour les couteaux, c'est de 1 000 francs à 2 000 francs. Les prix des fourneaux varient entre 500 à 4 000 francs. On reçoit les vieux couteaux pour les limer. Les clients soutiennent que la conjoncture actuelle ne favorise pas certaines dépenses. C'est vraiment accessible. Ce sont les moutons qui sont chers. On ne trouve que des couteaux made in China. C'est juste une journée. Un seul couteau suffisait, mais on est obligé d'en acheter 2 pour assurer le service. Contrairement aux années précédentes, ce n'est pas la grande affluence chez les vendeurs. La préoccupation principale pour bon nombre de Sénégalais reste un bélier pour sacrifier à la tradition. Le marché du charbon de bois, en revanche, se porterait bien. Le petit plaisir de la grillade et le goût succulent qu'il donne à la viande motiverait justement ce penchant. Regardez. Malgré l'arrivée dans les ménages des appareils électroménagers et le gaz butane, le charbon de bois reste encore prisé des Sénégalaises, surtout en cette période de Tabaski. Le charbon de bois donne plus de goût à la viande et puis c'est plus économique. Je vais en acheter pour un montant de 1 500 francs. Je préfère cuisiner avec le charbon de bois le jour de la Tabaski parce que la viande ne risque pas de cramer et puis ça donne plus de goût. Sur ce lieu, ce vendeur de charbon fait face à une forte clientèle. Tous tiennent coûte que coûte à s'approvisionner. Ce vendeur exerce dans le milieu depuis maintenant plus de 15 ans. La Tabaski est toujours pour lui une période bénéfique. Oh, ça a augmenté cette période-là à cause de la Tabaski. Ça a augmenté.
Même si la conjoncture économique continue de sévir, les Sénégalais feront tout pour avoir de la bonne viande et bien cuite au charbon, parfois. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Les préparatifs justement de cette fête de Tabaski qui nous conduisent chez le tailleur. Depuis quelques jours, il ne ferme pas l'œil. Un seul objectif, venir à bout des engagements auprès de la clientèle. Ces machines tournent à plein régime. Il y a quelques jours de cela, à pareille heure, ces tailleurs étaient au repos. Une véritable course contre la montre à cause de l'approche de la Tabaski. Pour ces tailleurs, il faut rester dans le délai et honorer les engagements. La nuit est faite pour dormir, mais nous sommes obligés de faire des sacrifices pour satisfaire nos clients. En plus de cela, travailler la nuit, c'est plus confortable, car nous ne voyons pas les clients qui ne cessent de faire des va-et-vient le matin. Vraiment, avec les nuits blanches, on arrive à travailler tranquillement. On veille jusqu'à l'aube, juste pour livrer à temps nos commandes. Tabaski oblige, les femmes du métier et ne sont pas en reste. C'est trop dur parce que très souvent les parents n'arrivent pas à comprendre cette situation. Mais ce n'est pas grave, c'est la Tabaski qui nous oblige à veiller. Satisfaire la clientèle, leur seul objectif, ces tailleurs sont confrontés parfois à des problèmes d'insécurité. Il arrive qu'on constate des cas de violence, mais pour ne pas en être victime, notre patron nous a loué une chambre dans cette maison. Des problèmes d'insécurité, on en souffre. C'est de plus en plus fréquent. Mais avec cette fête, il faut prendre ses précautions. Et pour cela, nous avons pris des gardiens pour veiller à la sécurité de l'atelier. À l'approche de chaque fête religieuse, les tailleurs, pour faire face à la pression, font recours à des substances peu recommandables, telles que des produits dopants. Tout cela pour maintenir le rythme. Ibou, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Football, la direction technique nationale prend la sélection nationale. Effectivement, Joseph Koto et son adjoint Karim Sega Diouf, entraîneur de l'équipe nationale, sont limogés par la Fédération sénégalaise de football. C'est suite à la réunion du comité exécutif de la Fédération qui a duré 10 tours d'horloge. C'était ce mardi au siège de l'instance dirigeante du football sénégalais. C'est un reportage d'Abdelaziz Ndiaye. L'aventure s'arrête pour Joseph Koto. La Fédération sénégalaise de football se sépare du sélectionneur national et de son adjoint. Ils font les frais de la débâcle des Lions durant les éliminatoires de la CAN 2013 face aux éléphants. Le comité exécutif, après examen de la situation, examen des rapports, a pris un certain nombre de mesures qui consistent premièrement à mettre fin aux fonctions de l'encadrement technique. Vous le savez, donc l'entraîneur Joseph Koto et son adjoint Karim Sega Diouf étaient liés par un contrat d'objectif qui n'a pas été atteint. Les autorités fédérales placent la barre haute pour le choix du futur sélectionneur. Il est nécessaire qu'on puisse se concerter, voir avec les autorités les dispositions à prendre par rapport à des orientations pour trouver un entraîneur de haut niveau. Nous, ce que nous disons, c'est que ce qu'il nous faut, c'est un entraîneur de haut niveau qui puisse valablement mener à bien le projet que nous avons, celle de construire une équipe sénégalaise, une équipe nationale forte, mais en s'inscrivant dans le temps. Mais en attendant, le directeur technique national, Mayacine Mar, va encadrer la tanière en vue du match du 14 novembre, prochaine sortie des Lions. Quand on est dans des périodes de réforme, le temps n'attend pas, les dates FIFA sont figées et chaque date ratée peut demain causer des difficultés par rapport à l'avenir de notre équipe nationale. Et nous avons retenu de confier au directeur technique national l'intérim sur ce match-là, en attendant que le nouveau sélectionneur et son encadrement soient nommés. Avec le limogeage de Joseph Koto à la tête de la sélection, c'est un coup d'arrêt pour l'expertise locale qui menait la marche depuis 2008.
Merci Abdoulaziz Ndiaye. Les entraîneurs locaux et l'équipe nationale du Sénégal, un mariage qui s'est soldé toujours par un échec durant ces 4 dernières années. De Lamine Ndiaye à Joseph Koto en passant par Amara Traoré, le constat reste le même, limogeage pour insuffisance de résultats. C'est un récit de Cheikh Tidiane Diao. Nous sommes en 2008, les Lions du Sénégal viennent d'être éjectés de la CAN par l'Angola après seulement 2 matchs joués. Henri Kasperzak jette l'éponge, son adjoint Lamine Ndiaye prend les commandes pour le 3e match. L'expertise locale vient ainsi de signer un long bail avec la sélection. Avec la mise sur pied d'un comité de normalisation, Lamine Ndiaye est confirmé à la tête des Lions. Mais l'aventure tourne court. 9 mois après son intronisation, Lamine Ndiaye est emporté par le match nul concédé à Dakar contre la Gambie. Une contre-performance qui écarte le Sénégal du chemin de la Coupe du Monde 2010. Le comité de normalisation termine sa mission, place à une nouvelle équipe fédérale amenée par Maître Augustin Senghor. La FSF, pas échaudée par l'échec de Lamine Ndiaye, jette son dévolu sur Amara Traoré. Mais entre-temps, Amsata Fall, alors directeur technique national, assure l'intérim avec un bilan très honorable. Le technicien saint-lusien va entamer avec brio son ère en Grèce à Volos avec une victoire 2-0. Amara enchaîne les succès. Il qualifie le Sénégal à la CAN 2012 avec un parcours presque sans faute. La campagne de Bata s'avère cauchemardesque avec 3 matchs, 3 défaites. La suite, on la connaît. Amara fait les frais de cette élimination prématurée. La fédération change de fusil d'épaule. Un entraîneur de haut niveau connaissant l'Afrique est souhaité. Pierre Lechantre obtient les faveurs de la FSF au détriment de Metsu. Mais le technicien français fait faux bond. Joseph Koto, nommé adjoint entre-temps, est promu sélectionneur. L'expertise locale commence Sphinx renaît de ses cendres. L'ancien entraîneur de la GIA jouit d'un préjugé défavorable aux yeux du grand public. L'avenir va leur donner raison. La double confrontation face à la Côte d'Ivoire lui sera fatale. Koto jouera ainsi son dernier match avec la sélection le 13 octobre 2012. Un match d'ailleurs qui n'est jamais arrivé à terme. L'expertise locale, avec le limogeage de celui que le monde du football appelle affectueusement Boutchou, semble épuiser son crédit. L'heure des sourciers blancs a-t-elle sonné de nouveau? Tout porte à le croire. Merci, Cheikh Tidiane Diao, et restons toujours avec les entraîneurs. Avec le limogeage de Joseph Koto et le choix porté sur Maya Silmar, les experts du football sénégalais continuent d'apporter leur point de vue par rapport au choix de la fédération. Yatma Diop, un de leurs revient sur cette actualité. Il est au micro de Cheikh Naïdara. Ce n'est pas dans ce cas de figure-là. Lui, il est choisi pour gérer un intérim, pour un match amical. C'est tout. Donc, ce n'est pas lui l'entraîneur. Lui, il est directeur technique. On lui confie, pour éviter peut-être quelques empressements, ils lui ont confié pratiquement l'équipe nationale pour justement ne pas rater une date FIFA, parce que déjà, ils en avaient raté une avant la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que la fédération, ne voulant pas répéter la même faute, j'allais dire, bon, a opté pour que son directeur lui assure cette partie, le temps qu'il cherche l'entraîneur qu'ils ont en ligne de mire, c'est tout. Mais il n'est pas l'entraîneur. Ça, c'est leur critère. Ça veut dire que celui qui cible n'est pas sénégalais, puisque aucun Sénégalais n'est dans ce cas. Donc, ils ciblent bien un expatrié. Ce sont des critères qu'on peut trouver ailleurs qu'au Sénégal. Le critère était là avant le choix de Koto. Donc, c'est parce que, bon, le centre a jonglé qu'ils se sont retrouvés dans un cas, j'allais dire, inédit. Et finalement, ils ont pris la précaution d'éviter l'empressement. Et puis, ils ont mis Koto parce que justement, il n'y avait rien à faire. Parce qu'il fallait chercher dans l'eau des entraîneurs quelqu'un qui remplissait ces conditions-là. Le temps ne le permettait pas. Football féminin pour terminer, les Lions de l'équipe nationale de football du Sénégal ont reçu ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports, Malick Gakou. Elles sont en partance pour la Guinée équatoriale où doit se dérouler la CAN féminine de football prévue du 28 octobre au 11 novembre en Guinée. L'État a dégagé une enveloppe de 60 millions de francs CFA
pour permettre une bonne participation. Khalifa Diakhaté. Ibou Diouf, merci beaucoup pour cette page sport. En revanche, vous restez avec nous. Vous avez de l'intérêt, vous vous intéressez au monde donc, des assurances. Nous en parlons justement dans un instant avec Maître Massorna Kane, qui est l'invité de cette édition du 20h. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, nous abordons la décision justement de l'État de se substituer, si le terme n'est pas correct, vous corrigez, se substituer justement aux sociétés d'assurance qui n'interviennent pas en cas de préjudice causé par une catastrophe naturelle ou par peut-être des émeutes, pour ne pas parler de soulèvement populaire. Oui, disons que les contrats d'assurance classiques excluent les risques d'émeutes, de mouvements populaires. Oui. Et c'est de vieilles exclusions qui peuvent maintenant, normalement, être couvertes parce que la vie progresse. Et quand on voit qu'en Europe et partout dans le monde, même les risques de terrorisme liés au terrorisme sont garantis, à plus forte raison que les risques liés à des émeutes et à des mouvements populaires. Il faut que les assureurs fassent preuve d'innovation, d'autant plus que ce n'est pas eux qui payent le plus gros du préjudice, ce sont leurs réassureurs en réalité. Parce que les assureurs se réassurent. Donc là, il y a une offre à faire certainement par les assureurs, si vous les consultez. Mais pour l'instant, ces risques sont exclus et on voit en face des victimes de destruction, c'est même pas du vandalisme. C'est des destructions, c'est des incendies volontaires qui sont passibles de la cour d'assises et qui ont causé à des gens qui sont totalement étrangers à leurs revendications des préjudices extrêmement graves qu'il faut réparer. Or, comme c'est l'État qui a la charge d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens, c'est l'État qui doit couvrir. Justement, Maître, ça me ramène à ce terme que j'ai choisi, substitution. Alors, est-ce que justement le rôle de l'État, c'est de se substituer à une organisation quelconque qui devrait assister les consommateurs? Dans ce cas de figure, est-ce que l'État devrait se substituer justement aux sociétés d'assurance? Non, pas se substituer. Dans le cas d'espèce, l'État est garant de la sécurité des populations et de leurs biens. Alors en amont, c'est une pas mission, en aval, c'est on une ne répare mission pas, régalienne. on protège, on est d'accord? Non, non, c'est-à-dire que l'État a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Lorsqu'il y a faillite, lorsque l'État n'a pas été en mesure d'assurer cette sécurité, les conséquences dommageables des actes de vandalisme et autres doivent être réparées par quelqu'un. Et ça ne peut être que l'État dans le cas d'espèce. Et j'espère qu'il va le faire comme il l'a dit, qu'il va le faire intégralement et le plus rapidement possible. Voilà. Très bien. Ibou? Maître, la décision de l'État est noble et salutaire, mais jusque-là, on parle de véhicules saccagés. Qu'en est-il exactement pour les banques et autres magasins qui ont subi les frais de ces manifestants? C'est le même régime de réparation. L'État doit réparer l'intégralité du préjudice, quelle que soit la nature du bien qui est endommagé, que ce soit un véhicule, un autocar ou bien des stations essence ou des bâtiments. L'État doit garantir. Et je précise qu'en Europe, il y a des pays comme en France où il y a des fonds de garantie. Il y a des fonds de garantie, il y a même un fonds d'indemnisation des victimes des infractions. Et il y a une commission de réparation qui est mise en place. Donc au Sénégal, je pense qu'il faudrait que l'État pense à faire un fonds de cette nature. Mais en tout état de cause, l'État doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Très bien. Alors comment justement l'opération devrait se dérouler? Vous avez l'expérience? Bon, nous avons, au niveau des SOS consommateurs, nous avons proposé aux populations victimes une assistance pour pouvoir formaliser et suivre leur demande de réparation. Mais il est heureux que l'État ait pris les devants pour dire qu'il va réparer. Et j'espère que ce sera fait effectivement. Ce qu'il faut, c'est constituer un dossier, c'est-à-dire pouvoir prouver l'origine, la cause de son préjudice, montrer qu'il y a un lien direct avec les actes de destruction, de vandalisme qu'il y a eu, et ensuite justifier son préjudice par une facture ou bien par un devis de réparation. Alors, Maître, pour terminer, donc, du coup, y a-t-il lieu de revoir ce terme du contrat entre l'assureur et l'assuré, ce terme qui exclut justement ces risques de préjudice, ce genre de risque, comme c'est le cas? Comme je l'ai dit, ce sont des assurances facultatives. Vous avez un bien, que ce soit un véhicule ou un car, vous l'assurez. Vous l'assurez pour les dommages subis, pour les dommages causés aux tiers. Donc, mais les contrats d'assurance excluent généralement
les risques qui sont liés, parce qu'ils ne parviennent pas à contrôler ces risques. Donc les risques liés aux émeutes, au mouvement populaire, à la guerre civile, etc., ça, les contrats d'assurance l'ont toujours exclu. Mais ça, c'est les contrats classiques. Ce sont les vieux contrats. Il est temps que les assureurs fassent preuve d'imagination et offrent de nouvelles garanties pour couvrir ces risques qui, heureusement, n'arrivent pas tout le temps, qui arrivent de temps en temps. D'autant plus qu'ils se réassurent. Nous avons ici même une compagnie de réassurance qui devrait pouvoir prendre en charge ces risques-là, qui n'arrivent pas tous les jours. Mais quand ça arrive, ça fait très mal et ça cause des dégâts à des innocents, des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher. Alors, Maître, nous sommes à 45 secondes de la fin de cette édition. Nous allons quand même grignoter ces secondes pour vous laisser justement nous livrer votre appréciation de ce qui s'est passé lundi. Alors, ce qui s'est passé, vraiment, l'État n'a pas été à la mesure d'assurer la sécurité des populations et des biens. Et ça pose le problème de l'autorité de l'État. Je pense que c'était une bonne occasion pour restaurer l'autorité de l'État, mais je pense qu'un État doit avoir des services de renseignement extrêmement développés, extrêmement efficaces, surtout un État pauvre, pour pouvoir prévenir ce genre de risques. Je pense qu'il serait bon que l'État pense à développer, à équiper ces services de renseignement pour pouvoir détecter à temps ce genre de risques et pouvoir les prévenir. C'est vraiment l'appel que je lance à l'État du Sénégal. Maître Massorna Kane, SOS Consommateur, excellente soirée, bonsoir. Quand vous voulez avoir des équipes fédérales de qualité, et parce que